Le principe est que tout le monde doit savoir que l'Iran est prêt à combattre Israël jusqu'au dernier Palestinien. C'est-à-dire toute la stratégie iranienne se base sur la guerre de procuration. Tant que les milices pro-iraniennes combattent Israël ou les Américains, donc l'Iran est épargné. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Notre thème de cette semaine, quel est le rôle de l'Iran dans le conflit à Gaza? Et avec nous pour en parler dans le studio, Alexandre Greenberg. Bonjour et shalom. Bonjour Richard. Alexandre, vous êtes expert en affaires iraniennes, capitaine de réserve au département des recherches au sein des renseignements de Tsahal et aussi membre de l'Institut de Jérusalem de stratégie et de sécurité. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Voilà des années que tout le monde sait, enfin en tout cas les experts et une partie du public, que le régime des Mollahs de Téhéran aide le Hamas et le djihad islamique de Gaza par son soutien financier massif, ses fournitures d'armement, en tout genre d'ailleurs, et son aide, je dirais, logistique et militaire. D'ailleurs, l'information a couru il y a quelques jours que environ 500 membres des commandos du Hamas qui ont participé aux tueries et au massacre du 7 octobre s'étaient entraînés en Iran quelques semaines avant, en septembre. Et ma question, au-delà de, si vous voulez, ce petit portrait de la complicité et de la non pas de la manipulation, mais enfin de la proximité entre le Hamas, le djihad et l'Iran, quel est le rôle précis de l'Iran dans le conflit actuel? Bon, et toutes ces informations sont vraies, et que, sauf ce que vous venez de mentionner, l'entraînement de Hamas à Téhéran. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais ça n'a aucune importance. Parce que le rôle principal de la République islamique dans tout ça est le rôle de commanditeur et coordinateur, c'est-à-dire Hamas faisant partie intégrante de l'effort iranien pour affaiblir et anéantir Israël. C'est-à-dire l'Iran est conscient qu'il est incapable d'anéantir Israël ou de vaincre Israël tout seul, mais si Hezbollah, on ne le sait pas encore, joint l'effort militaire de Hamas, on va le savoir vendredi quand le secrétaire général de Hezbollah, Hassan Nasrallah, va tenir un propos, mais dans ces cas-là, cela va compliquer l'effort militaire de Tsahal sur le deux fronts. Et si un front s'ouvrait au nord, c'est ça que vous voulez dire? Oui, si le front s'ouvre au nord, il est déjà ouvert. Mais il est sporadique, c'est pas une attaque massive. Voilà. Donc la question est si Hezbollah va décider sous l'ordre de Téhéran. Il ne va pas décider tout seul. Et c'est Téhéran qui décide pour Hezbollah, mais l'Iran a beaucoup de considérations pour ne pas jeter Hezbollah, qui est son atout stratégique, dans la guerre maintenant. Ça, ne pas risquer que cet avantage stratégique, cet atout, soit dégommé, si je puis dire. Oui, mais quand même, je suis toujours cautieux, parce qu'il faut être toujours cautieux. Précautionneux. Oui, il faut tenir à être précautieux parce que, en général, employer les termes tels que rationnel, logique, inacceptable dans le renseignement. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont décider. Ils peuvent décider selon les circonstances. Mais en général, le principe est que tout le monde doit savoir que l'Iran est prêt à combattre Israël jusqu'au dernier Palestinien. C'est-à-dire toute la stratégie iranienne se base sur la guerre de procuration. Tant que les milices pro-iraniennes combattent Israël ou les Américains, donc l'Iran est épargné. J'ai bien compris. Alors, pour aller plus loin dans cette analyse, à propos des événements terrifiants du 7 octobre, plusieurs analyses, d'ailleurs convergentes, j'ai entendu ça de plusieurs sources ces derniers temps, ont été formulées récemment, en avançant l'idée qu'au départ, l'Iran avait planifié, et c'est ce qu'elle fait depuis des années, on vient d'en parler, une attaque totale sur 4 fronts contre Israël, en prévoyant, mais
une fois peut-être qu'ils se seraient encore plus rapprochés du seuil nucléaire, et peut-être une fois passé le seuil nucléaire, en prévoyant une attaque coordonnée et simultanée contre Israël par le Hamas et le djihad islamique au nord, au sud, par le Hamas par le Hezbollah au nord, et aussi des attaques subversives en Judée-Samarie contrôlées par Israël, et à Jérusalem, et enfin par des tirs massifs de missiles iraniens, donc une espèce de halali anti-israélien. Or, l'analyse justement qu'on a entendue, est-ce que vous êtes spécialiste de l'Iran, vous allez pouvoir nous éclairer, en procédant tout seul le 7 octobre, on a l'impression que, bon, ils se sont livrés à une attaque massive qui a fait beaucoup de dégâts évidemment, mais les tenants de cette thèse expliquent que le Hamas et le djihad islamique auraient entre guillemets trahi le plan concerté pour plus tard de cette attaque coordonnée en donnant seul et pour plusieurs raisons d'ailleurs, l'assaut à Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces thèses? Et partiellement oui, parce qu'en principe oui, c'est ça la stratégie pas seulement de l'Iran, mais du général Qassem Soleimani, le commandant du Quds Force, et des gardiens de la révolution, mais oui, apparemment, cette idée stratégique, et il voudrait la préserver plutôt pour, dans les cas où Israël attaque les installations nucléaires. Ce qui concerne le massacre qu'on a vu, je ne crois pas que l'Iran ait, la connaissance précise de cette attaque, parce que l'Iran ne sait jamais les détails, tout comme le leadership de n'importe quel pays n'est pas au courant des détails techniques des opérations HOMO, c'est qu'on l'appelle comme ça dans l'argot de GSC. C'est-à-dire le président, le premier ministre, quand il confirme ou donne le permis de conduire une opération de ce genre, il n'est jamais au courant des détails techniques. Mais l'Iran, en principe, c'est seulement moyennant le Quds Force des gardiens des révolutions, qui est en charge de terrorisme à l'étranger, qui s'occupe de ces affaires. Et en effet, c'est vrai que quand les diplomates iraniens, les dirigeants iraniens disent qu'ils n'ont rien su, c'est vrai, ils n'ont rien su, et cela donne à la République islamique un espace de denial capacity, c'est-à-dire ils peuvent se baptiser, d'être pas en première ligne dans cette affaire. Oui, et secondo, et c'est comme ça que le modus operandi iranien marche. Et l'Iran ne donne jamais beaucoup d'argent à tous ces milices, et il est à noter que Hamas n'est pas une milice pro-iranienne, il reçoit des services iraniens, et pour recevoir le financement iranien, ils doivent prouver leur capacité. Ils doivent conduire des attentats, et dans les cas où ils ont besoin d'entraînement ou des armes ou encore de secours, logistique, voilà, secours logistique, alors l'Iran leur donne cette logistique, mais l'Iran ne leur donne jamais des enseignements précis comment et où ils doivent faire. Alors justement à ce propos, puisque je mentionnais à l'instant, qu'est-ce qui aurait poussé le Hamas à vouloir partir seul, donc à ne pas attendre une attaque coordonnée avec ses partenaires? Qu'est-ce qui a poussé le Hamas à faire ce qu'il a fait le 7 octobre tout seul? D'abord parce que Hamas est toujours intéressé de mener cette guerre contre Israël, donc ils n'ont pas besoin d'accord iranien, justement parce qu'ils ne sont pas Hezbollah. Ils sont indépendants. Ils ne doivent pas le permis iranien, bien qu'ils sachent d'avance que chaque attaque est bienvenue en Iran. Mais ils se sont préparés pendant une année. Et ils sentaient la confidence, leur enseignement était précis et très, très méticuleux sur Israël. Et ils n'attendaient pas un tel succès, entre guillemets. Ils étaient sûrs qu'ils feraient face à la défense de Tzahal, ce qui ne s'est pas passé malheureusement. Et il était déjà quelques centaines de leurs combattants d'élite étaient prêts à devenir martyrs. Mais ce n'est pas arrivé. Mais dans tous les restes, ils ont préparé avec tous les détails. Donc, on va faire.
Alors, pensez-vous que l'Iran, qui jusque-là a laissé agir ses proxys, aussi bien avant que après, depuis le 7 octobre, pourrait prendre le train en marche de cette guerre à Gaza, soit en donnant son feu vert au Hezbollah pour attaquer massivement Israël, soit en entrant lui-même en guerre, en attaquant l'ensemble du territoire israélien par des missiles, ce qui déboucherait bien sûr, dans ce cas, sur un vaste embrasement régional, une conflagration totale. Est-ce que vous pensez que l'Iran essaye de réfléchir ou est-ce qu'elle a déjà pris une décision? Non, je suis certain que l'Iran essaie de réfléchir, elle réfléchit beaucoup, mais l'Iran ne va jamais décider à se lancer dans la guerre toute seule parce que les Iraniens savent deux choses. D'abord, leur force militaire est très faible, force militaire conventionnelle est très faible. L'aviation notamment. Oui. L'aviation est aussi faible et aussi l'Iran, même les gardiens de révolution, ce n'est pas une force militaire épouvantable. Mais ce qui compte, c'est la force asymétrique, notamment les drones et les missiles et les proxys. Et le peuple iranien n'est pas intéressé en guerre, ni avec Israël, mais en général. Le peuple iranien souffre beaucoup et c'est cet empire dont la population a sacrifié en millions d'habitants pendant la guerre avec l'Irak. Et voilà. Mais cela ne veut pas dire que l'escalade est à exclure. Est à exclure. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà que les Houthis au Yémen et les autres proxys irakiens d'Iran attaquent les bases américaines, mais quand même la situation est, je dirais, à mi-route entre le calme et la guerre, parce que oui, ils ont agrandi la quantité d'attaques en Irak et en Syrie sur les bases américaines, mais d'autre côté, ils ne tuent pas vraiment américains à grande échelle, tout comme fait le Hezbollah. Ils tirent les missiles anti-chars et attaquent les positions de Tzahal, le Tzahal riposte, mais ce n'est pas, disons... c'est un conflit encore à basse intensité. À basse intensité, oui. Et évidemment, on utilise ce mot basse intensité, ce n'est pas basse intensité pour les résidents du Nord ou pour les 7 soldats qui ont été tués. Alors, puisque, à nouveau, notre préoccupation, c'est de comprendre l'Iran, et justement, ma question, c'est que pour qui connaît bien comme c'est votre cas, les diverses réalités et subtilités, j'allais dire, et rivalités aussi qui existent au Moyen-Orient, n'existe-t-il pas un paradoxe de voir l'Iran, qui est un pays chiite, c'est le principal, c'est le foyer du chiisme mondial, soutenir à ce point depuis des années le régime sunnite, qui est sunnite, donc du Hamas et du djihad islamique, et surtout le djihad, puisqu'on dit que le djihad est encore plus aux ordres directs de Téhéran, quand on sait que l'une des causes profondes de la fameuse vague des printemps arabes qui avait démarré en 2011, c'était justement le conflit historique, structurel, religieux entre l'islam chiite mené par l'Iran et l'islam sunnite qui a au moins deux directions officieuses, l'Arabie saoudite et aussi, comment dirais-je, l'Égypte. Alors, il y a un paradoxe. La stratégie iranienne, c'est de compter aussi sur des groupes sunnites comme le Hamas et le djihad pour faire ce qu'ils ont à faire? Oui, bien sûr. Je dirais que ce paradoxe est artificiel, il n'existe pas. De tous les débuts historiques, le chiisme est né en tant que dissente politique. En tant que dissident. En tant que dissident politique qui a le droit de guider la communauté musulmane nouveau-née. C'est ça l'origine du conflit. Et pour le moment, aucun conflit théologique n'existait pas. Il existe peut-être entre les marges de sunnites de Daesh, voilà, mais au Taliban, mais ce n'est pas au milieu. Ce qui existe au milieu, à large échelle, c'est surtout l'islamisme politique dont le chiisme iranien n'est qu'une variation.
Il y a beaucoup plus de communs entre Hezbollah et Hamas que le chiisme sunnisme. Le chiisme, c'est juste, on peut le dire, un coloris local. Ce n'est pas essentiel. Et même s'il y a, si une telle rivalité existe, c'est toujours politique. C'est entre les sunnismes, grosso modo, et les dissents politiques iraniens. Il n'y a pas de conflit entre les sunnites de l'Arabie saoudite et les chiites pakistanais. Hein. Mais alors, vous ne pensez pas, pour en revenir à notre hypothèse et cette analyse de départ, que du fait que le Hamas est sorti tout seul, il aurait en quelque sorte gâché une cartouche précieuse pour l'Iran, puisque l'Iran avait comme un plan d'attaque coordonnée à grande échelle pour éliminer Israël. Est-ce que, une double question, est-ce que c'est pas décevant pour l'Iran de voir le Hamas être sorti tout seul, même s'il a fait beaucoup de dégâts, mais il n'a pas menacé l'existence même d'Israël, ce qui... Au contraire, une attaque sur 4 fronts, comme je décrivais tout à l'heure, là, oui, aurait été une attaque très très dangereuse pour l'existence même d'Israël. Alors, mon autre question, c'est que est-ce que si Tsahal marque des points à Gaza dans les semaines qui viennent, les jours et les semaines qui viennent, est-ce que ça pourrait pas marquer des points sérieux en faisant s'écrouler les structures politiques et militaires du Hamas? Est-ce que ça ne poussera pas tout de même à un certain moment l'Iran à intervenir? Et oui, sans aucun doute, cela crée un dilemme pour l'Iran. On saura jamais si c'était vraiment applu à la République islamique ou non, on ne le diront jamais. Mais oui, sans aucun doute, c'est créer un dilemme parce que créer le dilemme pour Hezbollah. Bien avançant la réponse, je dis tant que l'Iran ne va jamais participer directement, bon, on ne dit jamais, mais l'Iran ne va pas se lancer tous directement dans la guerre parce qu'il n'y est pas capable. Il n'y est pas capable. Mais Hezbollah, certainement, se trouve en dilemme que l'Iran va décider. Est-ce que, parce que dans les cas où le Tsahal arrive à écraser, détruire Hamas, Hezbollah ne pourra plus prétendre à guider la Oumma et la résistance quand tout le monde verra qu'il restait indifférent, tandis que la vraie résistance a été écrasée. Alors justement, malgré tout, je reviens sur les profondeurs de ce scénario dans ma double question. Si Israël marque des points à Gaza, mais aussi et surtout si le Hezbollah, avec le feu vert de l'Iran, à un certain moment, pour différentes raisons, se décide à entrer en guerre, ce qui provoquera un cataclysme, parce que on sait le nombre de missiles dont ils disposent. Ils vont essayer d'arroser Israël de missiles. On disait entre 1000, 1500 ou 2000 missiles par jour. Ils ont un stock de 200 000 missiles. Ils peuvent donc tenir très longtemps, presque 6 mois en bombardant chaque jour Israël. Mais Israël, évidemment, ne laissera jamais ce cataclysme se produire. Et donc, la riposte israélienne, une attaque contre le Hezbollah risque d'être fulgurante. Et d'ailleurs, Israël a prévenu les autorités libanaises qu'elle les tenait pour responsables de tout ce qui se passait. Et donc, on a entendu des phrases disant qu'on fera revenir le Liban à l'âge de pierre et le Hezbollah sera aussi éradiqué. Est-ce que dans un scénario pareil, où le Hezbollah a attaqué, mais dans les 24 heures qui suivent, prend vraiment une riposte fulgurante qui le menace, est-ce que là encore, l'Iran n'interviendrait pas ? L'Iran n'interviendrait pas parce qu'encore une fois, pour les Arabes, pour l'Iran, c'est à peu près comme, je m'excuse, le WC jetable. Ouais. C'est pour ça qu'il existe. Ils se servent d'eux comme des objets stratégiques. Oui, c'est des objets stratégiques. Il y en a beaucoup et pour le moment, je n'ai jamais vu un Iranien qui voudrait devenir shahid. Ça n'existe pas. Mais je porte de doute plutôt à notre action d'Israël parce qu'accuser ou rendre les autorités libanaises responsables pour Hezbollah, c'est une absurdité. Elles ne peuvent rien faire. Ce n'est que mon opinion, mais je crois qu'Israël doit frapper l'Iran sans aucune connexion avec les frapper l'Iran dans le cas de figure qu'on dégage ou aujourd'hui même maintenant? Je dirais que même aujourd'hui, c'est-à-dire encore une fois aucun lien avec les installations nucléaires, c'est-à-dire le régime de Mollah doit se rendre compte qu'il va payer
le prix de ces comportements. Dès que, est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux, mais quand on fait la guerre, tout est dangereux. Il n'y a pas de bonnes options sans risque. Je suis certain que à partir du moment où les dirigeants iraniens vont voir que leur vie et leurs atouts stratégiques sont en danger, ça les fera penser. Ça ne garantit pas le succès, mais ça les fera réfléchir. Surtout que le peuple iranien, j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde en Iran qui va applaudir. C'est ça. Donc, compte tenu de ce qui risque de se passer, vous pensez, vous, que donc Israël devrait prendre l'initiative de manière spécifique de frapper un coup sur l'Iran pour avancer ses propres avantages stratégiques? Je crois que oui, mais certainement maintenant c'est compliqué grâce à la présence américaine. American Battle Group de navires de guerre américains, dont le rôle est aussi aider dans les cas où la situation avec Hezbollah se détériore. Ce sont les navires américains qui peuvent intercepter les missiles du sud de Yémen, par exemple. C'est un coup de force. Bon, écoutez, en tout cas, on arrive au terme de notre temps imparti. Il y a toutes sortes de questions, de lièvres. On a levé de lièvres, on n'a pas donné de réponse. Et comme on dit en hébreu, à Yamim Yagidou, c'est la réalité qui tranchera ce débat. Je vous remercie d'être venu au studio Qualita. Merci de m'avoir invité. Alexandre Grimberg. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt pour notre prochain magazine.